Je vous souhaite la bienvenue au nom du contre-amiral Lionel Mathieu, commandant la marine à Marseille, qui était des nôtres le mois dernier et qui sera à nouveau parmi nous au mois de novembre. Je commence par une petite parenthèse pratique concernant le programme. Pour le mois de novembre, la conférence prévue le mardi 15 novembre a été maintenue, mais elle est avancée d'une semaine au mardi précédent, le 8 novembre, en raison de contraintes d'agenda de l'amiral Bordarier. Donc j'ai simplement modifié la date en l'avançant d'une semaine, tout le reste étant inchangé. Oui. Mais il y a toujours des tas de choses le soir dans Marseille, c'est une ville très vivante. Ouais, non, mais bien sûr, oui, il y a toujours des collisions de dates. Bon, là, j'ai pas eu le choix. Ouais, j'ai pas eu le choix parce que la semaine d'après, c'était les vacances de la Toussaint, donc j'étais coincé. Donc ça sera le 8 et non pas le 15. Ah ben d'ailleurs, ça règle le problème des places de concert que... Bref, donc voilà. Ok. Donc cette conférence, comme celle du mois de septembre, est organisée en partenariat avec nos camarades et amis de l'Institut français de la mer. Donc est organisée en partenariat avec nos amis de l'Institut français de la mer que je remercie, qui ne manquent pas de nous proposer des sujets passionnants et des conférenciers brillants. Et j'espère que nous poursuivons de même en 2023. Donc alors, il ne vous a pas échappé que le sujet était en pleine actualité. Vous avez peut-être remarqué que vous avez des difficultés d'approvisionnement en carburant, en pétrole, en gaz, d'augmentation des prix du baril. Il ne vous a pas échappé que nous connaissons sans doute certaines difficultés de production d'électricité d'origine nucléaire. Le sujet des énergies renouvelables en général, pas seulement des éoliennes, a été longuement traité pendant la campagne électorale et puis il revient en pleine actualité avec les difficultés à prévoir pour l'hiver 2022-2023. Donc nous avons invité, grâce à l'Institut français de la mer, 2 conférenciers spécialistes du sujet. Donc Monsieur Veillant qui travaille à EDF Renouvelable, qui est un expert de longue date en matière d'énergie renouvelable, pas seulement éolienne, donc qui est maintenant chez EDF Énergie Renouvelable depuis assez longtemps, qui a travaillé sur différents projets d'énergie hydrolienne et qui nous parlera notamment du projet qui s'appelle Provence Grand Large, qui est le champ d'éoliennes qui sera construit, si j'ai bien compris, dans le golfe du Lion. Et puis nous avons également Madame Lafont qui travaille, alors qui elle-même aussi a fait une assez longue carrière chez EDF et qui est maintenant chez France Énergie Marine, dont elle nous dira quelques mots au début de son propos. Alors c'est à nouveau une conférence à 2 voix. C'est une formule que nous n'avions pas pratiquée jusqu'à présent, mais qui apparemment marche bien. Voilà, donc je vous remercie. Donc je remercie l'IFM pour ses propositions de sujets de conférenciers et je laisse la parole à nos 2 conférenciers du jour. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Donc, merci beaucoup de nous avoir invités à donner cette conférence ici. Donc, moi, je suis Florence Lafont, responsable de l'antenne Méditerranée de France Énergie Marine. Et France Énergie Marine, c'est un institut pour la transition énergétique qui est dédié aux énergies marines renouvelables. Donc, le siège est à Brest, mais on a une antenne ici en Méditerranée qu'on est en train de développer pour accompagner justement la dynamique de développement de la filière de l'éolien flottant en Méditerranée. Oui, je me joins au remerciement de Florence, en particulier auprès du Comar Marseille et de l'Institut français de la mer. On est effectivement très heureux de participer à cette soirée pour parler d'un thème qui est d'actualité, donc le développement de l'éolien flottant. Donc, je suis Philippe Veillant, je suis directeur de l'action territoriale et des autorisations, ce qu'on appelle la direction des énergies marines d'EDF. Voilà, j'ai une carrière d'une bonne trentaine d'années dans les énergies renouvelables, en France et à l'étranger. Et ça fait une dizaine d'années que je m'efforce aux côtés de... Aujourd'hui, on est assez nombreux. Au départ, on était moins nombreux que ça, mais quand je vois Patrick Barahona, ça a été un de nos premiers interlocuteurs, y compris au sein de la Marine nationale. Donc, ça fait... Voilà, quand on a commencé, il y a maintenant, nous étions début 2011, fin 2010, début 2011, ouais, donc, et on arrive à un stade où cette filière est en train de devenir une réalité. Voilà. Mais je laisse la parole sans plus attendre à Florence pour le début de la conférence. Merci beaucoup. Donc, la conférence, elle porte sur l'éolien en mer flottant, les enjeux et les perspectives. Mais je vais commencer par vous donner quelques éléments de contexte qui sont quand même assez structurants pour les aspects stratégiques
de la production électrique en France. Donc, on est dans un contexte d'urgence climatique et la France, par les accords de Paris, s'est engagée à une diminution drastique des émissions de gaz à effet de serre. Quand on regarde le dernier rapport du GIEC qui a été publié en 2022, on voit que si on veut rester sur une trajectoire de limitation du réchauffement climatique en dessous de 2 degrés, il faut être sur ces pentes-là en termes de diminution de gaz à effet de serre. Et ça veut dire modifier radicalement nos émissions, donc les baisser drastiquement. Et un des leviers majeurs pour les baisser, c'est d'agir sur la consommation finale d'énergie. Alors, il y a plusieurs façons d'agir. La première, c'est de diminuer fortement notre consommation d'énergie, à la fois par des actions de sobriété, de changement de mode de vie, des actions d'efficacité énergétique. Et après, il y a d'autres leviers. Et un de ces leviers, c'est de sortir progressivement de la dépendance aux énergies fossiles en électrifiant davantage les usages. Et ce qu'on voit, c'est que dans la stratégie nationale bas carbone qu'a adoptée la France, il y a à la fois une hypothèse de réduction globale de la consommation finale d'énergie de 40% entre aujourd'hui et 2050, mais il y a aussi une sortie progressive des énergies fossiles et une augmentation très forte de la production d'énergie d'électricité pour accompagner cette sortie des énergies fossiles. Donc, dans tous les scénarios qui nous conduisent à la neutralité carbone en 2050, il faut produire plus d'électricité et plus d'électricité bas carbone, évidemment. Donc, ce qu'on voit, c'est dans l'étude qu'a sortie RTE, donc le gestionnaire de réseau sur les futurs énergétiques, on se projette dans différents scénarios, on peut envisager différents mix électriques, donc différents moyens de production avec plus ou moins de nucléaire, plus ou moins d'énergie renouvelable. Mais dans tous les cas, dans tous ces scénarios, en fait, on voit une très forte contribution de la filière éolien en mer. Quel que soit le scénario, on est entre 22 et 62 gigawatts d'éolien en mer déployés à horizon 2050. Donc ça veut dire quand même un déploiement massif d'éolien en mer. Et dans les scénarios médians, N1, M1, on est autour de 45 gigawatts d'éolien en mer à déployer d'ici 2050. Donc, cette tendance-là, on l'observe à l'échelle internationale. On voit que les capacités d'éolien en mer déployées, elles ont été en très forte augmentation sur la dernière décennie. On est aujourd'hui à environ 50 gigawatts d'éolien en opération dans le monde. La projection à 2030, c'est 270 et au-delà, à 2050, on dépasse les 1000 gigawatts dans les scénarios de projection. En Europe, la contribution est forte puisqu'on a aujourd'hui une capacité installée de 30 gigawatts d'éolien en mer qui est fortement tirée par le Royaume-Uni et les pays du Nord. Donc, en parallèle de ces augmentations de capacité, on a une diminution très forte des coûts complets de l'éolien. Vous voyez cette tendance. Alors, cette diminution, elle est d'autant plus forte que les projets sont plus gros. Et on voit que sur les 10 dernières années, on est passé d'un ordre de grandeur de $200 du mégawattheure à un ordre de grandeur dans le monde de $75 du mégawattheure. Et cette tendance-là, on l'a observée aussi en France entre les tout premiers appels d'offres de l'appel d'offres numéro 1 et le dernier à Dunkerque où le coût de l'énergie sort à 44 € du mégawattheure au niveau de l'appel d'offres. Donc on a vu la même réduction de coûts. Donc aujourd'hui l'éolien en mer, et je ne parle pas encore de l'éolien flottant, l'éolien en mer posé, c'est une réalité en France avec un volume de 3,6 gigawatts attribués et des parcs qui commencent à sortir de mer. Donc Saint-Nazaire, le parc de Saint-Nazaire qui est le premier, qui est développé par EDF Renouvelable, qui va être mis en service d'ici la fin de l'année. Il y a déjà de premières éoliennes en production. Et puis, d'autres parcs qui suivent immédiatement, Fécamp, Courseulles, Saint-Brieuc, Dieppe-le-Tréport, Vieux-Noirmoutier, et puis un peu plus tard, Dunkerque, qui suivent immédiatement. Donc c'est déjà une réalité sur les côtes françaises. Ça répond, comme je le disais, à des enjeux climatiques. Aujourd'hui, ça résonne aussi avec les enjeux de souveraineté nationale et de coût de l'énergie, donc aussi des enjeux économiques. Alors bien entendu, ce déploiement massif, il s'accompagne de besoins en termes de planification pour que
la coactivité, les multi-usages et les enjeux de biodiversité soient respectés, et donc d'études environnementales aussi pour positionner ces parcs éoliens dans les meilleurs endroits et avoir une intégration favorable de ces projets. Et pour pouvoir en fait augmenter les zones sur lesquelles on déploie ces éoliennes, on va considérer, et notamment les profondeurs auxquelles on les déploie, on va considérer une technologie alternative à la technologie de l'éolien posé, qui est toujours de l'éolien en mer, mais qui est l'éolien flottant. Alors, ce qui caractérise l'éolien en mer flottant, c'est que les fondations ne sont plus posées sur le fond, mais sont constituées de flotteurs qui sont maintenus par des lignes d'ancrage. Donc, il y a encore plusieurs technologies de flotteurs. Sur cette image-là, vous pouvez voir les grandes familles qu'on a, donc la spar, la semi-submersible, la barge ou les flotteurs à ligne tendue. Il n'y a encore pas de convergence technologique absolue sur le flotteur et c'est un objet de fort développement et innovation technologique. Il y a déjà des premières fermes pilotes au Portugal et puis au Royaume-Uni. Donc aujourd'hui, les projets phares de ce point de vue-là, c'est Hywind Scotland qui a été mis en service en 2017 avec 30 MW, Windfloat Atlantic au Portugal en 2020, 25 MW, et puis Kincardine, le dernier et le plus gros, 50 MW en 2021. En France, on a aussi été assez précurseur sur cette filière de l'éolien flottant puisqu'on a un prototype qui est en essai sur le site du SEMREV au droit de l'école centrale de Nantes de 2 MW qui est Floatgen et qui fonctionne et qui produit raccordé au réseau depuis 2018. On a surtout la chance en Méditerranée d'avoir 3 projets de fermes pilotes qui sont maintenant extrêmement avancés. Donc, Philippe vous détaillera le projet Provence Grand Large au large de Port-Saint-Louis-du-Rhône. Donc, un projet de 25 MW avec une technologie de flotteur de TLP. Et puis 2 autres sur la face au large de l'Occitanie. Le projet EFGL qui est porté par Ocean Winds avec 30 MW d'éoliennes Vestas qui vont être installées et une fondation semi-submersible de modèle PPI, donc Principal Power. Et un troisième qui est porté, donc qui est le projet EolMed, porté par Care et Total Energy, avec 30 MW aussi de puissance installée et des mises en service qui vont s'échelonner entre 2023 pour Provence Grand Large et 2024 ou vers 2024 pour les 2 autres fermes pilotes. Donc ça donne une dynamique de développement et d'innovation qui est très forte sur la façade et extrêmement intéressante parce que ces projets, c'est des concentrés d'innovation et ils apportent un retour d'expérience extrêmement précieux pour préparer les futures fermes commerciales. Donc justement, en fait, sur cette filière qui va vite, un appel d'offres commercial a déjà été lancé, donc l'appel d'offres numéro 6, qui porte sur une puissance de 2 fois 250 MW de production éolienne flottante, avec pour le moment 3 zones potentielles identifiées. Donc, à la fin, il n'y en aura que 2. Les 2 zones privilégiées, une au large de l'Occitanie, une au large ici de Fos-sur-Mer, et puis un choix qui va être fait en fonction, disons, des éléments sur les aspects environnementaux qui seront disponibles entre la zone 2 et un repli possible sur la zone 3 pour ce premier appel d'offres. Donc, l'appel d'offres, il a été lancé en mars dernier. En août, les 13 consortiums qui ont été présélectionnés ont été annoncés. Et puis, le choix des 2 zones sera affiché autour de mars 2023. Et puis, il y aura donc le cahier des charges sera finalisé et une attribution qui est prévue en octobre 2023 pour cet appel d'offres. Donc, dans le temps imparti, il ne sera pas possible de passer en revue tous les aspects, tous les enjeux spécifiques de l'éolien flottant. Peut-être je vais faire un petit zoom sur 3 aspects. Un, c'est l'aspect technologique. Il y a un enjeu extrêmement fort de développement et d'innovation technologique, comme je disais, sur les flotteurs. Aujourd'hui, on a les 3 premiers flotteurs qui sont là, qui sont vraiment des grandes familles, flotteurs sur ligne tendue, semi-submersibles, barges, comme l'éolienne Floatgen qui est au SEMREV.
Il y a aussi la technologie SPAR, et puis il y a des technologies encore tout à fait différentes où on considère par exemple le fait d'assembler 2 éoliennes sur un même flotteur, et on voit qu'il y a encore une très très forte dynamique d'innovation et que ce n'est pas tout à fait stabilisé. Les designs de flotteurs, c'est encore en train d'être optimisé à mesure que les fermes pilotes voient le jour et qu'on acquiert du retour d'expérience. Donc ça, c'est un domaine de forte activité de recherche, développement, innovation, avec beaucoup d'essais et d'optimisation. Un deuxième domaine qui est particulier à l'éolien flottant, c'est les câbles dynamiques. Donc les câbles électriques, ils doivent exporter en fait l'électricité dans la colonne d'eau avant de rejoindre un câble statique sur le fond. Et donc ces câbles, ils sont soumis à des sollicitations inhabituelles pour des câbles électriques. Ils sont obligés de tenir des efforts, des sollicitations en fatigue qui sont liés aux efforts hydrodynamiques, donc de l'eau et des vagues du courant dans la colonne d'eau. Et donc ça, c'est des câbles qui doivent être dimensionnés de manière tout à fait spécifique pour être robustes à ce type de sollicitation. Et là aussi, on a des développements et de l'innovation assez forts sur ces composants technologiques. Donc, avec le flotteur, j'ai peut-être pas mentionné, mais évidemment, avec la technologie même du flotteur, toute la technologie de l'ancrage et des ancres au fond fait partie en fait de l'objet, parce que l'enjeu, c'est effectivement d'avoir une stabilité très forte de l'éolienne pour qu'elle puisse continuer à avoir une production performante, quelles que soient les conditions d'état de mer. En plus, bien sûr, de tenir le système en conditions extrêmes. Ce que je n'ai pas dit en termes de production, c'est donc l'éolien en mer flottant, c'est intéressant parce que ça permet d'aller chercher des zones bien sûr plus profondes et plus lointaines. Donc, par exemple, en Méditerranée, c'est la seule façon de faire de l'éolien en mer, puisque les fonds plongent très rapidement. Ça permet aussi d'aller chercher des vents plus forts, puisque les vents sont plus forts au large et plus réguliers, et donc d'améliorer encore le facteur de charge, c'est-à-dire les performances des machines, et de passer de déjà, on est mieux en éolien en mer qu'en éolien terrestre, puisqu'on est sur des facteurs de charge de l'ordre de 40%. En éolien en mer flottant, on vise d'atteindre des 50%, c'est-à-dire que en équivalent, l'éolienne, elle produit 50% du temps à sa puissance nominale. Un deuxième enjeu qu'on peut regarder, c'est l'enjeu de l'installation et de la maintenance. Donc, les éoliennes flottantes, elles ne s'assemblent pas de la même façon que les éoliennes posées. Elles s'assemblent au port, en fait, et ensuite on les tracte sur le site de déploiement. En revanche, pour la maintenance, ce qu'on aimerait faire, c'est pouvoir faire la maintenance lourde en mer. Alors, ça ne sera peut-être pas vrai pour les premières fermes pilotes où s'il y a un problème sur un gros composant, on peut encore ramener au port et tracter par un remorqueur. En revanche, si sur les grandes fermes, si on se projette sur des fermes de très grande taille commerciale, la vision, c'est plutôt de trouver des moyens d'intervention qui soient capables de faire de la maintenance lourde en mer. Par maintenance lourde, on veut dire remplacer un gros composant du rotor ou de la nacelle, par exemple changer une pale. Et là, c'est plus compliqué sur une éolienne flottante que sur une éolienne posée, parce qu'une éolienne posée, on peut l'approcher avec ce qu'on appelle un navire jack-up, c'est-à-dire un navire qui a des pieds qui peuvent se poser sur le fond et qui se stabilisent avec ses pieds. Là, on va regarder des profondeurs qui sont supérieures à 50-60 mètres, qui sont supérieures aux profondeurs d'intervention de ces navires jack-up. Et donc, on va aller chercher des navires flottants avec des grues, mais on va devoir faire des transferts de charges lourdes de navires flottants à navires flottants dans un contexte où la taille des éoliennes, elle devient gigantesque en fait. Donc on se projette là aujourd'hui, j'ai donné quelques ordres de grandeur, une éolienne de 10 MW, l'ordre de grandeur du diamètre du rotor, c'est 180 mètres. À 20 MW, on a un rotor de l'ordre de 280 mètres en diamètre et une hauteur totale en haute pale de l'ordre de 300 mètres. Donc, on a vraiment des gros objets et donc il faut organiser des moyens de maintenance pour assurer ces levages lourds et ces remplacements. Donc, l'industrie est très, très active pour préparer ça. Bien sûr, ce n'est pas pour tout de suite, mais pour qu'au moment où on déploiera ces structures, on ait des solutions qui soient pertinentes pour réaliser ces changements et qui soient aussi économiques. Alors,
un dernier enjeu sur lequel je vais focaliser, mais qui est très très important, et c'est chez nous, chez France Énergie Marine, c'est un programme entier qui traite de cet enjeu, c'est l'intégration socio-environnementale des projets d'éoliennes. Alors cette intégration, elle passe par évidemment la compréhension fine de l'effet que les éoliennes peuvent avoir sur les différents compartiments de l'écosystème. Donc, on regarde l'effet des émissions, les modifications des habitats, les effets sur la mégafaune, les gros animaux, les poissons, les oiseaux, les interactions aussi avec les activités humaines. Et puis, on évalue ce changement d'échelle. On voyait ce que c'était que mettre quelques éoliennes sur une ferme pilote. Là, on va passer à des gros volumes. Donc, c'est important aussi d'avoir des outils qui permettent d'évaluer ce changement d'échelle et de développer des modèles qui permettent d'avoir aussi une approche qu'on appelle écosystémique, de plus simplement s'intéresser à la pression que fait l'éolienne sur un compartiment, mais bien de considérer l'écosystème dans son ensemble et sa réponse. Et au-delà de l'écosystème, on parlera même de socio-écosystème, parce que c'est l'environnement, mais c'est aussi tous les gens autour. Et un enjeu qui est particulièrement fort sur le golfe du Lion et qui concentre beaucoup des débats, c'est l'enjeu de l'avifaune, donc en fait les effets potentiels des éoliennes sur les oiseaux. Donc c'est un sujet qui est extrêmement étudié. Aujourd'hui, il y a plusieurs programmes de recherche et développement qui sont en cours pour évaluer en fait ces effets. Et ça commence au départ par combler les lacunes de connaissances qu'on a sur les populations d'oiseaux, sur les migrateurs, sur finalement quels sont l'objectif, quels sont les flux migratoires et les fonctionnalités en fait des zones en mer pour la faune volante. Donc il y a un très grand programme qui a été mis en place qui s'appelle Migralion, qui a été mis en place par l'État et qui est piloté aujourd'hui par l'OFB. Qui cherche à répondre, qui se déroulera sur 4 ans, qui a été lancé l'année dernière pour une durée de 4 ans avec un budget de 4 millions, et qui cherche à combler les enjeux majeurs de connaissance, donc à la fois l'identification des espèces, leur distribution dans l'espace, spatio-temporel, à la fois en migration et pour les espèces résidentes, et leur comportement, leurs altitudes de vol. Et pour faire ça, on va déployer différentes technologies qui sont complémentaires, à la fois des radars, des campagnes nautiques par radar, par suivi visuel, par acoustique, du logging, donc on va équiper les oiseaux de GPS, et puis développer des programmes d'analyse de ces données. Voilà, ce programme, il est majeur, il n'est pas seul néanmoins. Il y avait déjà un programme Ornithéof qui avait été initié par le pôle mer Méditerranée, donc sur la période 2020-2022, et qui cherchait à préfigurer un observatoire de l'avifaune. Donc là, il va livrer ses conclusions. Et un autre programme qui est en lancement, qu'on coordonne côté France Énergie Marine, qui lui vise à utiliser et à valoriser les radars météorologiques pour observer et prédire la migration de l'avifaune. Donc voilà, le message c'est on travaille beaucoup sur ces sujets qui sont importants et on espère progressivement vraiment consolider la connaissance sur les populations d'oiseaux afin de mieux comprendre leurs interactions avec les éoliennes. Voilà, ça c'est les partenaires de ces projets. Et je vais passer maintenant la parole à Philippe qui va vous montrer en concret ce que c'est qu'une ferme pilote flottante. Non, tu peux rester assise. J'arrive à voir l'écran du coin de l'œil, donc ça devrait suffire. Effectivement, on va parler d'un projet très concret. Donc là, on n'est plus dans les perspectives, on est dans la vraie réalité, si j'ose dire. Mais c'est vrai, Florence, tu avais raison de dire qu'on n'a abordé qu'une toute petite partie des enjeux de l'éolien flottant, parce que au-delà des questions environnementales, par exemple, on pourrait parler de tous les enjeux sociétaux, par exemple de planification des espaces, puisqu'on dit qu'on a besoin d'aller chercher des espaces en mer. Évidemment, donc, l'idée, c'est pas de sortir, de mouiller son doigt, puis de le poser sur une carte en disant c'est là que ça va se faire. Donc, tout ça, c'est des processus qui obéissent à des méthodologies de concertation qui sont aujourd'hui diligentées par l'État et ses services. Et je me rappelle que ma dernière visite ici même à l'ENSM, c'était il y a quelques années, Patrick était peut-être parmi nous, justement pour une réunion de concertation qui avait été diligentée par la DIRM Méditerranée et la préfecture maritime, justement pour
pour échanger sur la localisation de ces fermes pilotes qu'on est en train aujourd'hui de concrétiser. Mais je pourrais parler également des questions portuaires, hein, puisqu'on vient de dire, hein, et vous le verrez donc à la lueur des photos et des petites vidéos qu'on va présenter, on a besoin de grands espaces donc à l'échelle de ces projets dans les ports. Hein. On a besoin de stocker des pièces, on a besoin d'assembler des flotteurs, de les mettre à l'eau, de construire des éoliennes. Donc je ne répéterai pas les chiffres de ma collègue. On parle d'engins qui font potentiellement plus de 100, 200, 300 mètres de hauteur. Et donc les ports aujourd'hui ne sont pas adaptés à ces opérations. Il va falloir créer ou adapter des surfaces et des quais existants à ces futures opérations. On pourrait parler de la valorisation de l'énergie. Tout à l'heure, on parlait en dizaines de gigawatts. La question, elle n'est pas forcément de simplement, si j'ose dire, balancer cette quantité d'électricité faramineuse sur les réseaux, quand bien même il en aura besoin, mais peut-être de se poser des questions sur la façon de réguler l'utilisation de cette énergie qui est, on l'a bien dit, l'énergie est extrêmement précieuse, donc il faut l'utiliser avec parcimonie et l'utiliser de la meilleure façon qui soit. Voilà. Et puis je pourrais mais ça pourrait faire l'objet à chaque fois d'une conférence spécifique. Là, ce dont j'aimerais vous parler, c'est de Provence Grand Large. Provence Grand Large, c'est un projet qui est porté par le groupe EDF depuis son origine, c'est-à-dire en novembre 2010, date à laquelle nous avions reçu, pas moi personnellement, je n'ai commencé ma carrière dans l'éolien flottant qu'en janvier 2011, donc le projet était déjà, en tout cas en termes d'idées, existant, et on avait reçu à la Défense, donc au siège d'EDF Renouvelable, une petite équipe de gens tout à fait passionnés qui avaient fait carrière dans l'énergie, qui se sont dit un jour, mais pourquoi ne pas faire flotter des éoliennes? Et au fond, on aurait pu commencer cette conférence par ça. Pourquoi faire flotter des éoliennes? Alors que finalement, on sait les construire sur Terre, on sait même les construire en mer. Mais en fait, l'intérêt de faire de l'éolien flottant, fondamentalement, c'est que ça permet on le comprend bien, hein, on l'a dit, c'est pas posé sur le sol, c'est flottant. Et donc, par voie de conséquence, quand bien même on va relier le flotteur au fond marin avec des lignes d'ancrage, on voit bien qu'on va s'affranchir d'une certaine manière de la hauteur d'eau. Une éolienne offshore posée, elle est posée sur le fond dès lors que la hauteur d'eau ne dépasse pas quelques dizaines de mètres. Hein. Et pourquoi ça s'est développé dans les pays d'Europe du Nord? Parce qu'en mer du Nord, on l'a tous appris à l'école, hein, il y a quelques milliers d'années, on passait de la France aux falaises de Douvres à pied, hein, parce que la mer du Nord est très peu profonde, donc vous avez 20 mètres de hauteur d'eau, c'est très bien. Le parc de Saint-Nazaire, qu'on est en train de terminer, la 80e éolienne de Saint-Nazaire a été posée, c'est le cas de le dire, il y a à peine quelques jours, et on a eu la chance de le voir bénir, si j'ose dire, par le président de la République lui-même, qui s'est déplacé à cette occasion. Mais Saint-Nazaire, donc le banc de Guérande, on est à 25, 30, 35 mètres de bathymétrie. Là, quand on parle de faire de l'éolien en mer en Méditerranée, si vous connaissez le large du golfe du Lion, on est tout de suite à 10 km, vous êtes à 70 mètres de profondeur. Donc voilà. Et le projet dont je vais vous parler, Provence Grand Large, on est à 100 mètres de profondeur d'eau. Donc là, il est hors de question de faire ça avec des structures fixes. Enfin, ça serait sans doute, en plus, ce serait techniquement possible. On s'aperçoit en fait qu'il y a des gens dans le monde, il y a des capacités d'ingénierie et d'inventivité telles qu'on pourrait le faire, mais ça prendrait des proportions en termes de coûts. Et on a bien dit que tout ça est relié au fait que la promesse, c'est de faire de l'éolien en mer flottant, mais à un coût qui reste un coût compétitif, parce qu'on a tous envie de maîtriser nos futures dépenses énergétiques. Voilà. Alors, Provence Grand Large, c'est un projet pilote. Hein. On n'est pas dans un projet commercial, entre guillemets, ou industriel, disant on va produire à très grande échelle. On a décidé d'entrée de jeu de faire un petit projet de 3 éoliennes. Pourquoi 3? Parce qu'on s'est dit qu'à cette échelle-là, c'était une échelle suffisante pour faire une expérimentation qui est déjà un premier lot d'enseignement. Par exemple, mesurer les effets d'une éolienne sur l'autre. On appelle ça par exemple les effets de sillage ou les raccordements interéoliennes. Voilà. Et puis en même temps, on ne voulait pas faire ça à une trop grande échelle parce que évidemment, il y a une part de risque très importante. Et c'est vrai que le groupe EDF peut s'enorgueillir d'avoir pris le risque de lancer cette industrie. Le groupe est toujours historiquement connu pour son savoir-faire dans le domaine du nucléaire ou dans le domaine de la grande hydroélectricité. Il est aujourd'hui un des pionniers, un des leaders de l'éolien flottant. Je pense que c'est assez rare pour le souligner. Alors, si on regarde la carte, donc c'est la diapo suivante, on voit en fait qu'on a
un projet de 3 machines qui est situé à, on est exactement à 15 km du point de la terre ferme le plus proche, qui est exactement l'embouchure du Rhône. On est d'un côté sur la commune de Port-Saint-Louis et de l'autre côté sur la commune d'Arles, donc plage de Napoléon, plage de Piémançon. Et là, on est à 15 km à vol d'oiseau de l'éolienne à la plus nord. Quand on regarde le point d'atterrage, c'est-à-dire l'endroit où le câble maritime devient un câble terrestre, puisqu'il faut bien acheminer cette électricité sur le réseau électrique à terre, donc la longueur totale du câble sous-marin, elle est de 19 km. Et on voit que ce câble se prolonge donc à terre, le long d'une route que certains connaissent peut-être. Si vous allez à Port-Saint-Louis, que vous visitez la plage Napoléon, en fait, on y va en voiture, avec une route asphaltée qui nous amène à un parking en arrière de la plage. Et c'est là que se situera le point d'atterrage. Et entre ce parking et le poste, ce qu'on appelle le poste source, donc le poste de transformation électrique où on va véritablement injecter les électrons sur le réseau national. Là, ce poste source, il est à la sortie de Port-Saint-Louis quand on se dirige vers Distriport, sur la zone portuaire de Fos-sur-Mer. Et donc là, on a encore 9 km de réseau électrique. Voilà. Mais, si j'ose dire, la carte des implantations du projet ne s'arrête pas là. On voit que on a tout un tas de sites de nature industrielle en fait, qui sont mobilisés. Par exemple, vous avez tout en haut de la carte, je ne sais pas si ça se voit depuis la salle, mais le site d'Eiffage Métal à Fos-sur-Mer. C'est d'Eiffage Métal à Fos-sur-Mer, c'est un chantier naval qui a été historiquement connu pour avoir construit un certain nombre de plateformes dédiées à l'activité offshore pétrolière et gazière, avec des clients qui étaient les majors de l'industrie en question. Et puis ce site qui a été lancé dans les années 75 ou 76, je crois, a vécu une phase de déclin parce que les investissements dans l'offshore pétrolier et gazier, en tout cas les constructions de plateformes en France, se sont progressivement arrêtées. Ils s'en construisent encore, il y a quelques-unes, mais c'est plutôt du côté en Asie du Sud-Est que ça se passe, ou en Chine, et donc le site de Fos-sur-Mer est progressivement tombé par l'arrêt complet, mais avec une activité beaucoup plus réduite. Et c'est ce site-là qui a été retenu par EDF Renouvelables, par Maple Power, donc qui est notre partenaire sur le projet, mais aussi par notre sous-traitant SBM Offshore, mais qui est le constructeur du flotteur, pour localiser les activités d'assemblage, de fabrication et de mise à l'eau des 3 flotteurs. Je montrerai les photos tout de suite. Pour continuer la liste des sites, on voit que en dessous d'Eiffage Métal, on a 2 sites portuaires existants qui sont mobilisés. C'est le quai Gloria, c'est un Darse 3 du Grand Port, donc à Port-Saint-Louis, où va se passer les opérations d'assemblage des turbines sur les flotteurs. C'est-à-dire qu'une fois qu'on fabrique le flotteur est fabriqué sur la terre ferme, il est mis à l'eau, et à un certain moment, il faut monter les éléments d'éoliennes. Les éléments d'éoliennes, c'est les éléments de tour, la nacelle, le hub, ce qu'on appelle le hub, c'est la partie qui fait la liaison entre la nacelle et puis les 3 pales et puis les pales. Donc il y a une dizaine de pièces qui font entre 10 et de l'ordre de 400 tonnes pour la nacelle, donc qu'il faut élever à peu près 100 mètres d'altitude sur un flotteur qui fait à peu près 80 mètres de côté, donc boraqué. Et donc c'est des opérations tout à fait extraordinaires qu'il va falloir réaliser. Et donc on a mobilisé pour ça un quai qui était un quai existant et qui était en partie disponible, qui s'appelle le quai Gloria. Et puis une fois que vous avez votre ensemble flottant qui est réalisé, donc le flotteur boraqué avec son éolienne, avant d'aller le tracter au large et de le raccorder de l'installer, de le raccorder à ses amarres et de l'installer et de le raccorder au réseau électrique, on comprend bien qu'il y a un certain nombre d'étapes de vérification d'armement secondaire, donc on va y poser un certain nombre par exemple les balises lumineuses que l'aviation civile, militaire et que les services de la marine ou des forces des balises nous imposent évidemment pour signaler les objets. On a divers équipements de mesure et on comprend qu'une éolienne comme ça, elle est bardée d'instruments pour pouvoir suivre son fonctionnement vraiment en temps réel sur l'ensemble de la structure, du bas du flotteur jusqu'au sommet de la dernière pale. Et puis donc tout ça fait l'objet d'un certain nombre de manipulations et d'essais. Donc tous ces sous-ensembles doivent être évidemment vérifiés. Et avant d'être mis en service, on préfère faire ces vérifications, si j'ose dire, quand on est au port, boraqué, que l'on peut envoyer du personnel sans avoir besoin de mobiliser les navires. Voilà. Mais à un certain moment, il faut bien aller au large. Et donc, pendant qu'on fait toute cette
toutes ces opérations. Pendant ce temps, d'autres équipes travaillent donc sur le linéaire de câbles, déroulent, si j'ose dire, le câble maritime. Au moment où je vous parle, tout le câble terrestre a été déjà construit, donc il a été enfoui. Hein, on n'a absolument rien qui est en aérien, tout est souterrain. On est en train de construire la chambre d'atterrage et puis à un certain moment, il y a un navire câblier qui va venir et dérouler les 19 km de câbles électriques sous-marins. Et puis, les équipes de SBM et de ses sous-traitants vont préparer les ancrages. Et on verra ça sur la petite vidéo qui va suivre. Voilà, donc là, on vous propose de regarder, ça dure 2 minutes, un petit film, donc en image, voilà, donc ce que je viens de vous exposer, puis je reprendrai la parole après. Donc voilà qui vous a donné un petit aperçu, j'espère, de ce dont on parle quand on parle de Provence Grand Large. Donc un petit focus sur quand même la technologie, hein. On en a parlé dans le film, mais au moins en fait on voit qu'on a quand même 3 éléments principaux. Vous avez quand même la turbine éolienne qui est je vais dire un peu le cœur du système, puisqu'on est là pour produire de l'électricité bas carbone, hein. Donc et on a avec l'éolien là une technologie fiable, robuste, parfaitement maîtrisée. Et les éoliennes dont on parle, je pense, Grand Large, pour le coup, elles sont tout sauf innovantes. Ça veut dire que quand on va déployer le projet donc en mer l'an prochain, plus d'un millier de ce type de turbines aura déjà été installé ailleurs dans le monde par son fabricant, donc la société Siemens Gamesa. Siemens Gamesa Énergie Renouvelable, qui est d'ailleurs le numéro 1 mondial du secteur. Et dont il convient d'ailleurs de signaler qu'il a une petite partie française, malgré son nom germanique dans un cas et espagnol dans l'autre, puisque Siemens Gamesa vient d'inaugurer et de mettre en service une usine de fabrication d'éoliennes au Havre, hein, donc à proximité d'un de ses principaux marchés, donc en Manche. Et une bonne partie des projets que nous sommes en train de réaliser vont utiliser des éoliennes qui vont être fabriquées en France, en fait, avec cette usine donc, de Siemens Gamesa au Havre. Donc une turbine de 8,4 MW, x3, on est à peu près à 25 MW au total, multiplié par le facteur de charge d'à peu près 50% dont parlait Florence Lafont tout à l'heure. Tout ça produit environ 100 GWh par an. 100 GWh par an, pour vous donner une ordre d'idée, c'est la consommation à peu près d'une ville de 45 à 50 000 habitants. Hein. C'est selon les référentiels. Mais voilà, donc on voit qu'ayez en tête, voilà, une éolienne de 8 MW, ça produit de l'électricité pour à peu près 15 000 personnes. Ensuite, quand on parle du flotteur, donc ça c'est vraiment en termes d'innovation, c'est le cœur du système, c'est vraiment ce qui fait la spécificité de France Grand Large. Tous les autres projets éoliens flottants dont on vous a parlé aujourd'hui ou dont vous aurez entendu parler par ailleurs, utilisent ce qu'on appelle des flotteurs semi-submersibles ou des flotteurs de type barge, mais à ancrage caténaire. Les ancrages caténaires ont pour caractéristique d'être relativement faciles à installer. Hein, donc vous plantez une ancre, vous tirez dessus et à un certain moment, donc vous avez l'effet recherché.
Là, on est sur de l'ancrage à ligne tendue, alors qui est beaucoup plus compliqué à installer, puisqu'on comprend bien qu'il faut non seulement poser son ancre, connecter une chaîne ou un câble ou les deux, et puis ensuite, à un certain moment, il faut tirer dessus pour que le fait de tension recherchée puisse se matérialiser. Et cette technologie d'ancrage tendu, donc on appelle TLP, en bon anglais, c'est Tension Leg Platform. C'est quelque chose que les gens de l'offshore connaissent bien. Dans le monde du pétrole et du gaz, on a tout un tas de structures flottantes qui sont utilisées pour notamment dépoter du pétrole et du gaz à partir des puits d'exploitation. Mais l'utiliser pour installer une éolienne, ça ne s'était jamais fait. Et donc de ce point de vue, l'innovation qu'on vous propose ce soir, là, donc, qui est en train de se réaliser à deux pas de chez nous, c'est ni plus ni moins qu'une innovation mondiale, puisqu'on sera les premiers au monde à expérimenter cette technologie. Alors, on ne le fait pas par plaisir, si ce n'est que c'est vrai, intellectuellement, c'est très intéressant, mais ça revêt tout un tas d'avantages. Ça revêt notamment un avantage en termes de place, disons, occupée. C'est-à-dire que quand je le compare à un ancrage caténaire, si vous prenez un flotteur d'éolienne, le rayon d'ancrage avec un système caténaire, c'est en centaines de mètres qu'il s'exprime. C'est-à-dire qu'entre l'éolienne et l'ancrage le plus proche, vous aurez 500, 600, 700, 800 mètres peut-être un jour en fonction de la taille et de la dimension des flotteurs et des turbines. Là, sur Provence Grand Large, le rayon d'ancrage, c'est, si j'ose dire, 70 mètres tout mouillé. Voilà. Donc on est à peu près dans un facteur de 1 à 10 en termes d'espace maritime occupé. Et ça, on comprend que ça a quand même tout un tas d'avantages quand on regarde la compatibilité des projets avec les autres usages, et puis ne serait-ce qu'en termes de sécurité. Voilà. Donc, un autre avantage de la TLP, c'est que c'est hyper stable. À contrario d'un certain nombre de technologies où finalement vous avez le flotteur qui va exercer, je pense, le contrôle d'une spécialiste de l'hydrodynamisme, donc qui saura vous en dire beaucoup plus que moi, mais vous avez des systèmes qui ont tendance à... Alors évidemment, on cherche la stabilité à chaque fois, mais à bouger beaucoup plus. Là, le système de la TLP, en fait, on a fait des simulations numériques, et les modèles montrent que, en fait, c'est pas tout à fait aussi stable que si l'éolienne a été posée sur un monopieux, par exemple, mais pratiquement. Voilà. Et puis, sur le plan environnemental, il y a aussi d'autres avantages. C'est que tout à l'heure, on parlait de la vie faune. On dit quels peuvent être les effets de l'éolienne sur la vie faune. Et évidemment, une éolienne, ça crée des obstacles aériens et donc ça peut être potentiellement embêtant pour un certain nombre d'espèces d'oiseaux. Et donc, l'idéal, c'est de ne pas attirer les espèces. Mais quand vous avez un flotteur qui prend une place très importante sur la surface de l'eau, évidemment, en pleine mer, ça crée des facteurs d'attraction. Pour un oiseau, c'est parfait pour se reposer, par exemple, éventuellement pour se nourrir. Et donc, alors que là, si vous regardez bien l'image, sur Provence Grand Large, le flotteur, il est pratiquement entièrement sous-marin. Seule la petite partie supérieure de cette espèce de tétraèdre là va émerger. Donc on a moins de capacité d'attraction des oiseaux. Enfin, je pourrais vous en dire beaucoup plus. Et puis pour terminer, donc la question des câbles. Donc là, ça a été confié à la société Prysmian. Prysmian, c'est un nom qui est assez peu connu, mais si je vous dis que son ancien nom c'est Pirelli, tout de suite ça va mieux. Généralement, on connaît Pirelli, et voilà. Donc c'est un grand fabricant de câbles, de matelas, de pneus, mais aussi de câbles électriques. Et donc c'est Prysmian qui a gagné notre appel d'offres pour fournir à la fois le câble statique qui va relier le parc donc au réseau électrique terrestre, je vous rappelle 19 km en mer et 9 km à terre, mais aussi ces fameux câbles dynamiques dont parlait ma collègue tout à l'heure, qui vont devoir, pendant les 2 ou 3 décennies pendant lesquelles va fonctionner le projet, qui vont devoir encaisser tous ces mouvements, tous ces efforts hydrodynamiques dont on a parlé tout à l'heure. Et donc, cette innovation-là, c'est avec Prysmian qu'on l'a développée. Voilà. Pour terminer, donc, si on passe à la diapo suivante, un petit point, voilà, où en est-on quand vous regardez en haut, en fait, on voit qu'on est très avancé dans la réalisation. On mettra le projet à l'eau grosso modo d'ici un an. On pense qu'il sera en service, c'est-à-dire qu'au moment où on sera vraiment en termes de production en plein régime et donc sur le réseau national avant la fin de l'année 2023.
Et une fois qu'on aura mis le projet en service, il va être exploité comme la plupart des centrales qui sont exploitées par EDF, c'est-à-dire un minimum d'une vingtaine d'années. En tout cas, c'est comme ça qu'il a été conçu. Et on pense que 20 ans, c'est un intervalle de temps qui est suffisant, voilà, pour valider en tout cas voilà, l'intérêt d'une technologie, quelle qu'elle soit, si elle est capable de durer au moins une vingtaine d'années donc sur le site d'exploitation avec des conditions de maintenance dont on pourrait reparler, on estime que c'est quelque chose qui vaut la peine. Voilà, et pour également terminer, quelques photos quand on parle de la taille un peu hors norme de ces objets. Là, cette photo, c'est ce qu'on appelle les pièces de transition. Les pièces de transition, vous verrez dans la photo, après vous comprendrez mieux. En fait, c'est le sommet du flotteur, c'est ce qui fait la pièce qui fait la liaison entre le flotteur qui est principalement sous-marin, hein, je le répète, et puis l'éolienne qui est aérienne, donc il y a une pièce qui fait évidemment la liaison entre les deux. C'est ce qu'on appelle les pièces de transition piece en anglais, et donc ça c'est des pièces qui, à un moment donné, donc, ont été débarquées sur le terre-plein des Fage Métal, et cette photo, c'est le moment où les pièces étaient en train d'être roulées, donc depuis le bateau qui les a livrées jusque donc au terre-plein d'assemblage. Si on passe à la photo suivante, vous voyez la fameuse pièce de transition, elle est dans le petit ovale en pointillé blanc. Voilà, donc ça vous donne une idée de l'échelle donc, à laquelle on se situe. Là donc on a le flotteur numéro 3, donc vu depuis un échafaudage du flotteur numéro 2, hein, sachant qu'il y a le flotteur numéro 1 qui est derrière le photographe. Et là, le photographe est à peu près 45 mètres d'altitude sur le site historique des Fage Métal. Et on peut s'arrêter 2 secondes sur cette photo. Personnellement, c'était vraiment une fierté d'avoir pu assister à la réalisation de ce chantier à Fos-sur-Mer, dans un contexte où, évidemment, quand on lance et quand on déploie des projets, en l'occurrence d'énergie renouvelable, mais des projets, j'allais dire, quels qu'ils soient, évidemment, par les temps qui courent, on s'attache à ce que ça puisse aussi produire des effets sur le plan économique et sur le plan industriel. En tout cas, c'est ma conception des choses. Je pense que je ne suis pas le seul. Et avoir contribué modestement, certes, mais quand même avoir contribué de manière concrète à faire en sorte que ce chantier naval, qui est un peu en perte de vitesse et qui voyait ses principaux marchés lui échapper au profit de chantiers navals situés à l'autre bout de la planète, et se dire que pour une fois, la France joue les premiers rôles, si ce n'est en avance dans le secteur technologique avec une aussi forte valeur ajoutée locale, ça c'est vraiment quelque chose qui est je vous le dis sincèrement, qui est un vrai bonheur. Et pour terminer, une photo, on a parlé beaucoup des flotteurs, mais quand on parle de câblage, voilà le raccordement électrique, la plage Napoléon, l'embouchure du Rhône, c'est ça, hein, donc c'est un état pour Saint-Louis. Et là, ce que l'on voit, c'est vue de la mer, donc c'est des photos qui ont été prises par un drone au moment de l'installation du câble terrestre. Et on voit en fait que ce câble, donc, qu'on a symbolisé en jaune, donc qui suit sa route, donc le long de la route, là, qui circule entre les étangs donc, de la Camargue, pendant 9 km jusqu'à la ville de Port-Saint-Louis qu'on distingue à l'horizon. Et puis ce que l'on voit au premier plan, c'est en fait ce qu'on appelle un forage dirigé, c'est-à-dire que pour ne pas porter atteinte à la plage elle-même, tout ce qui se passe entre le parking, donc en arrivant de la plage, et le large, a été réalisé de manière totalement souterraine avec la réalisation d'un forage donc, qui porte bien son nom, c'est-à-dire un espèce de mini-tunnelier qui est venu creuser une galerie pour ensuite venir y localiser le câble. Le câble lui-même étant d'ailleurs d'assez petite dimension, hein, c'est un objet qui fait à peu près 20 cm, 25 cm de diamètre, et c'est dans ce câble que vont passer la totalité de la production des éoliennes, ainsi que d'ailleurs toutes les informations qui vont nous alimenter sur le suivi environnemental, sur les performances techniques, sur les résistances des structures, etc. etc., etc. Voilà, donc le raccordement de Provence Grand Large, et qui était une opération assez spéciale, puisqu'on m'a dit que c'était le plus grand forage dirigé qui avait jamais été réalisé en France, 750 mètres, pour partie sous terre, pour partie en mer. Voilà pour Provence Grand Large. Je pense qu'on en a terminé. Merci. Florence, merci. On est à votre disposition, je pense, pour une petite série de questions, enfin même une grande, si vous souhaitez. Oui, merci beaucoup. On a le temps, effectivement,
de prendre comme prévu des questions. Alors, je suppose qu'il y aura beaucoup de questions. Ouais. Ah, la question était pour monsieur derrière vous, après je vous passe là. Vas-y. Plusieurs questions sur ce projet. D'une part, est-ce que cette technologie de câble tendu peut être utilisée dans des mers qui sont sujettes à marée? Je ne voudrais pas dire de bêtises, je ne suis pas un spécialiste de la technologie, mais je n'ai jamais entendu SBM Offshore nous dire que ce n'était pas possible. Et au contraire, on nous a dit que ça avait été utilisé dans de très nombreuses mers du globe, je l'ai dit tout à l'heure, pour l'offshore pétrolier et gazier. Non, plus sérieusement, je pense que c'est une question de prise en compte de ce paramètre, c'est-à-dire que vous dimensionnez votre structure en fonction des efforts qui s'exercent sur la structure. On comprend bien que les efforts vont être variables selon le niveau donc avec lequel la structure va être enfouie donc, dans le niveau, mais voilà, je pense que c'est une question de caractérisation du site, de prise en compte des hypothèses de site dans la conception des structures. Florence, je ne dis pas de bêtises, oui, non, mais c'est la spécialiste. Après, non, enfin, non plus complètement spécialiste des flotteurs, mais non, après, le choix d'un flotteur, il est quand même éminemment dépendant des caractéristiques du site. Et bien sûr, il y a des avantages et des inconvénients intrinsèques à telle ou telle technologie, mais très probablement, on se dirigera quand même vers plusieurs familles de flotteurs et dont on optimisera le choix en fonction des caractéristiques du site, plus ou moins exposé aux vagues, des natures des fonds, géotechniques des fonds. Un petit peu sur le modèle de ce qui est fait aujourd'hui, d'ailleurs, sur l'éolien posé, où il n'y a pas un seul type de fondation. Il y a bien sûr les monopieux, il y a les fondations gravitaires, il y a les fondations de type jaquette en treillis métallique. Et en fonction des caractéristiques du site, on choisit l'optimum. Voilà. Ouais, madame, au premier rang. Ouais. Le démantèlement. Donc c'est une question évidemment très importante, il faut le bien la poser, qui a été abordée dans le cadre notamment des autorisations dont dispose le projet. Et il a fallu qu'on démonte, qu'on ait été capable effectivement de démanteler ou déconstruire ce parc, quand bien même il est pilote, et à un moment donné, il aura une fin de vie, il faudra le déconstruire, il faudra le démanteler. Alors, ce qui nous facilite un peu les choses, c'est que c'est flottant. Donc, on comprend bien que quelque chose de flottant, si effectivement on souhaite, par exemple, le réinjecter dans les différentes filières de recyclage qui vont s'intéresser à ce projet, que ce soit pour l'acier, le matériau plastique, etc. On comprend bien que si c'est flottant, on ramène quand même une grande partie du projet à terre plus facilement que si c'était enfoui dans le sol. Voilà. Donc oui, alors il y aura un moment, alors j'espère que ça ne sera quand même pas trop rouillé quand même, parce qu'on a quand même mis en place des dispositifs, alors c'est pas anti-rouille, c'est anti-corrosion, qui ont fait leurs preuves. Il y a une maintenance qui va quand même s'opérer. On espère que, donc, c'est pas tout de suite en tout cas que ça va se produire, on est parti pour 25 ans, mais oui, vous avez raison, donc ça sera rapatrié au port, et puis ensuite ça sera réinjecté dans les différentes filières de recyclage qui existent ou qui se créeront d'ici là. Voilà. Monsieur. Vous avez parlé des conséquences sur la faune marine. Quelles sont les conséquences sur cet animal marin particulier qu'on appelle un pêcheur? Alors, je ne vais pas vous dire que les pêcheurs, ils sont extrêmement heureux alors qu'ils étaient, si j'ose dire, tranquilles, en tout cas, sans éoliennes avec lesquelles composer, voir arriver des parcs éoliens entiers, comme ce dont on parle aujourd'hui, en France et à l'étranger d'ailleurs, parce que je pourrais vous parler d'anecdotes avec les pêcheurs japonais, on a échangé avec eux, on a les mêmes histoires. Non, le sujet, pour parler plus sérieusement, c'est une question de prendre en compte les caractéristiques des pratiques de pêche, parce que la pêche, c'est pas quelque chose d'homogène, d'uniforme. Vous avez en particulier en Méditerranée, vous avez les petits métiers qui sont des activités plutôt côtières, vous avez du chalutage ou de la palangre plus loin, et on a plutôt tendance à s'éloigner des côtes justement pour déjà se mettre à une distance qui soit un peu moins gênante, si on peut dire ça comme ça. Après, il faut rentrer dans le détail. Sur Provence Grand Large, la pêche, ça a été, je pense, notre premier interlocuteur, dans un contexte où
on est allé les voir en leur posant la question, mais selon vous, est-ce qu'il y aurait une zone ou est-ce qu'il y aurait une configuration qui ferait que ça serait moins gênant pour vous? On comprend bien que d'une manière ou d'une autre, à un certain moment, ça peut représenter ne serait-ce qu'un obstacle de navigation. Donc, mais et en discutant avec eux, ça ne se fait pas forcément facilement parce que moi, personnellement, je ne suis pas pêcheur, hein, je n'ai pas de connaissance de ce métier-là. Et en face, on a des pêcheurs qui, eux, ne sont pas des spécialistes de l'éolien. Donc, il faut quand même créer les conditions du dialogue. Ça prend un peu de temps. Mais au bout d'un certain moment, le fait qu'on soit allé les voir alors qu'aucun choix, notamment au plan technique, n'était arrêté, notamment en termes de localisation du projet, a quand même été d'une grande aide à l'établissement d'un dialogue à minima, j'allais dire, respectueux entre les deux parties. Et aujourd'hui, j'ose dire que sur PGL, on a la chance d'avoir des relations apaisées avec la pêche et que ce projet, quand bien même, il va représenter une zone qui aujourd'hui est totalement libre d'accès avec un certain nombre de contraintes au niveau de la navigation et de l'accès. C'est la zone qui a correspondu le mieux aux desiderata des pêcheurs, en tout cas tels qu'ils ont été exprimés jusqu'à présent. Monsieur au fond, oui. Sur cette durée de vie, quel est le bilan carbone finalement? Et puis, en matière d'économie, combien ça coûte de faire des éoliennes et dans le combien ça coûte, combien on peut espérer que ça retombe en termes d'économie avec les Marseille, en tout cas en France, en Europe, quels sont les grands bilans économiques ayant connu? Du coup, j'ai oublié la première question. Ah, la durée de vie, oui. Alors, on y a fait référence tout à l'heure, de l'ordre de 25 ans. Donc, de l'ordre de 25 ans, d'ailleurs, que ce soit pour une ferme pilote, pour une ferme de production de taille nominale, comme on est en train de faire à Saint-Nazaire, les ordres de grandeur qui sont recherchés, c'est de l'ordre de 25 ans. En tout cas, au moins 20 ans, peut-être 30. Mais si vous dites 25 ans, vous n'êtes pas loin de la réalité. La deuxième question, c'était le cycle de vie, si tu veux. Oui, voilà, vas-y, Florence. Tu veux non, mais j'avais un chiffre à citer. Alors, bon, les chiffres d'analyse de cycle de vie, ils sont souvent un petit peu dépendants des hypothèses, mais quand même, ce qui est très important, c'est les ordres de grandeur. Donc là, je reprends des chiffres qui ont été établis par la DGEC. Pour référence, une centrale thermique à gaz, c'est 410 grammes par kilowattheure d'émissions. Bon, l'éolien en mer posé, on est entre 14 et 18. Le chiffre de l'éolien en mer flottant, il était donné autour de 36 et il y a eu une expertise particulière demandée lors du débat public exactement sur cette question qui montrait qu'entre la phase des fermes pilotes et la phase de déploiement commercial, il y aurait une amélioration. Donc on était de l'ordre de 42 grammes sur les fermes pilotes et puis à une réduction à 29,5 si on considérait une durée de vie de 20 ans sur les fermes commerciales et 22,5 avec une durée de vie de 25 ans. Donc globalement, ce qu'on voit, c'est qu'en cycle de vie, en prenant tout en compte de la fabrication jusqu'au démantèlement, on est sur une source d'énergie qui est clairement bas carbone dans cette famille. Patrick ? Pardon. Oui. Oui, alors PGL, c'est un projet qui coûte environ 300 millions d'euros. C'est un projet qui, ramené au nombre d'éoliennes, est relativement coûteux, mais comme le sont tous les autres projets pilotes dans le domaine de l'éolien flottant et dans n'importe quelle autre industrie, c'est une opération sur laquelle on amortit, j'avais parlé, une dizaine d'années de développement, de recherche, voilà, et puis qui ne bénéficie d'aucun effet d'échelle en termes de mise en œuvre. Vous avez vu les photos tout à l'heure, on est sur, si j'ose dire, de l'artisanat industriel. Hein. On n'est pas sur une usine qui produit des flotteurs en série ou que sais-je. Voilà. Et quant à la part locale, je crois que c'était la question, et elle était très importante. Ça, c'est un sujet qui nous importe beaucoup. Je crois qu'on fait vraiment
Notre maximum pour le sujet, en fait, c'est de vraiment identifier et attirer les entreprises du secteur qui ne sont pas forcément des spécialistes par définition, mais en fait, quand vous décomposez la valeur ajoutée locale d'un projet tel que celui-ci, ben, on voit bien, on a des activités d'assemblage, on a des activités de peinture, on a des activités d'échafaudage, on a des activités de génie civil quand on construit des lignes électriques, donc il faut poser les câbles, il faut les enfouir, enfin tout ça est fait localement. On a toute la sphère portuaire qui est mobilisée, donc ne serait-ce que pour faire transiter un objet comme ça d'une darse du port à l'autre, avec donc tous les services d'assistance, de surveillance maritime qui vont être mis en œuvre, les opérations de levage, on mobilise tous les levageurs du secteur. Et puis, ça c'est la réalisation, mais il y a également tout ce qu'il y a avant et après. C'est-à-dire que quand on développe un projet comme ça, je prends l'exemple de l'environnement, puis on en a parlé tout à l'heure, tu compléteras peut-être Florence, mais il me semble que ce que nous disent les spécialistes de l'environnement marin, c'est qu'il n'y a jamais eu tant d'argent dépensé en matière d'acquisition de nouvelles connaissances, ou tout simplement de connaissances, parce qu'en fait on en a très peu. Et grâce à l'éolien en mer, enfin, on a des budgets vraiment conséquents. Et l'unité de compte, c'est le million d'euros. Le programme Migralion, c'est voilà, un programme parmi tant d'autres, c'est 4 millions d'euros. Et ça, c'est des prestations. Et c'est quoi les 4 millions d'euros? C'est essentiellement de la prestation intellectuelle, de la prestation de service de la part de spécialistes et de scientifiques du sujet qui sont présents sur le voilà, c'est ça le retombé local d'un projet comme ça. Et puis oui, je disais après, l'exploitation maintenance. C'est-à-dire que ces éoliennes vont être pour durer 25 ans et ne pas rouiller tout de suite. Elles vont devoir être entretenues par des équipes qui vont se succéder sur site, donc avec un navire de transfert, avec du personnel qui va être basé, donc en l'occurrence, on le voyait sur la carte, pour partie à Port-de-Bouc les premières années en ce qui nous concerne, et puis ensuite au sein de la centrale EDF de Martigues-Ponto. Donc là, vous avez du personnel d'exploitation, du personnel de maintenance qui va opérer, et c'est une partie assez conséquente de la valeur ajoutée du projet aussi. Donc non, il n'y a pas photo, si j'ose dire, sur l'intérêt au plan économique, au plan de l'emploi, par exemple, et des retombées que ça peut générer. Et puis un chiffre qu'il faut aussi avoir à l'esprit, les projets qu'EDF, je parle des projets d'EDF, pas de tous les projets français, je parle uniquement des projets qu'EDF a initiés ou est en train de construire dans le domaine de l'éolien en mer en France. L'ordre de grandeur, c'est à peu près 7000 emplois sur les différents sites portuaires, donc pour partie ici à Marseille, à Fos, Port-Saint-Louis. On a parlé de Saint-Nazaire, on pourrait parler du Havre, de Cherbourg, et puis demain ou après-demain à Dunkerque. Peut-être juste pour donner un dernier élément sur les aspects coûts, dire que les coûts des pilotes, Philippe l'a dit, ne sont pas représentatifs des coûts futurs de la filière et qu'on commence déjà à avoir ce signal de diminution des coûts sur les appels d'offres, les premiers appels d'offres d'un plus grosse puissance qui ont été lancés au Royaume-Uni. Et on verra aussi sur l'appel d'offres aussi, c'est un premier repère aussi de coûts de la filière, mais on voit déjà une décroissance assez forte par rapport au coût des premières machines installées. Alors, c'est une question qui nous a été posée, je pense, pratiquement dès le début du projet, ça. À tel point qu'on avait diligenté avec le pôle mer Méditerranée, pôle mer PACA à l'époque, une étude avec un spécialiste du sujet, la BRL Ingénierie, et on avait monté un groupe de travail avec le comité régional des pêches là-dessus. J'allais dire que tout est envisageable, tout est techniquement faisable. On n'a pas, à ce stade, trouvé, en tout cas, les conditions nécessaires pour faire ça sur une opération telle que Provence Grand Large, donc une opération, j'allais dire, qui se suffit à elle-même en termes de complexité. Mais sur le principe, j'allais dire, je ne vois pas d'impossibilité, si c'est par exemple sur le plan technique, de principe, à ce qu'on n'aille pas vers
des options de ce type-là, quoi. Voilà. Ce qu'on peut peut-être dire aussi, c'est que les structures immergées en elles-mêmes, et sans parler de valorisation commerciale, créent un effet réserve et un effet récif pour les bancs de poissons qui sont autour. Donc, aident et favorisent la multiplication de poissons dans les zones qui sont occupées. Comment arrivez-vous à nous prédire le prix du kilowatt concurrentiel avec une masse de travaux, d'argent, de port à faire, de construction? Comment arrivez-vous à nous prédire un prix du kilowatt concurrentiel? Ça, je veux dire, ça me... Avec un peu de maintenance à venir, je ne sais pas pour quel miracle, vous trouvez un prix concurrentiel du kilowatt. Il y a une part de prise de risque, évidemment, quand on annonce des hypothèses, d'ailleurs quelles qu'elles soient. Hein, là, on est sur le plan économique, on pourrait également les traduire sur le plan technique. Et bien souvent, les prix que l'on annonce, ils sont le résultat d'un ensemble d'hypothèses technico-économiques. J'allais dire, c'est l'expérience qui parle aussi, c'est-à-dire que voilà, si je vous dis que par exemple l'équipe d'énergie marine d'EDF, c'est à peu près 500 personnes ultra qualifiées, de spécialistes de tous les domaines qui concernent ce type de projet, en particulier de la maintenance, et qui sont capables en s'appuyant sur l'expertise existante en interne ou dans notre environnement, en France et à l'étranger, de se projeter sur comment ça s'est passé, par exemple, dans le domaine de l'éolien posé. On est parti d'un certain prix, puis on a vu les prix décroître, jusqu'à atteindre effectivement le chiffre qui a quand même frappé pas mal d'esprit, de 44 € par mégawattheure sur le projet de Dunkerque. Donc et ce phénomène de baisse des prix, on l'a d'ailleurs constaté, je pense, dans tout un tas d'autres industries, mais en particulier dans les renouvelables. C'est-à-dire que là, on parle d'éolien flottant, on l'a vu dans l'éolien posé, mais on l'a vu dans l'éolien terrestre, on l'a vu dans le photovoltaïque. Enfin, on pourrait citer comme ça à l'envi tout un tas d'exemples. Et généralement, on s'est d'ailleurs trompé, mais en faveur du secteur. C'est-à-dire que les hypothèses des économistes, elles ont souvent été contredites par des réalisations qui ont dépassé les espérances des spécialistes. Oui, mais c'est plus des questions de marché que de coût de production, en fait. C'est-à-dire, et je pense qu'un élément qui est très important et très structurant dans la maîtrise de ces coûts, c'est le fait que ce soit industriel et qu'on fabrique en fait des composants qui sont identiques en série. Et ça explique une partie. Je veux dire, au-delà de l'efficacité, bien sûr, du fait qu'on ne paye pas la ressource et de l'efficacité intrinsèque de la filière, il y a une maîtrise beaucoup plus forte sur une filière où on fabrique. Puis sur l'éolien en mer en particulier, il y a quand même un élément qui explique une grande partie de cette baisse annoncée des prix, c'est l'augmentation de la puissance unitaire des turbines. C'est-à-dire que quand Florence tout à l'heure montrait, je ne sais pas si vous vous rappelez les petites courbes là où on voyait 2000 à 2020 ou 2004 à 2024, enfin je ne me rappelle plus exactement les chiffres en abscisse, c'était mais 2000, une éolienne, c'était de l'ordre de grandeur 1, 2 ou 3 mégawatts de puissance unitaire. Et en 2020, j'ai vu passer une information là récemment, là, un projet aux États-Unis, où l'énergéticien achète des turbines de 15 mégawatts de puissance unitaire. Donc on comprend bien que quand il vous faut 4 ou 5 fois moins d'éoliennes pour produire la même quantité d'énergie, évidemment, ça a un impact très conséquent sur le prix. L'installation des premières éoliennes terrestres à proximité du port de Fosse, on parlait de perturbations radioélectriques pour les instruments, des bâtiments, des bateaux. Est-ce que vous avez ce type d'éoliennes qui sont immenses par rapport aux terrestres en tout cas, c'est un sujet quand on mène ce qu'on appelle nos études d'impact. Évidemment, ces projets, quels qu'ils soient, y compris des petits projets pilotes tels que le nôtre, et a fortiori des grands projets industriels qu'on pourrait voir se développer en Méditerranée à terme, sont autorisés sur la base d'études d'impact qui regardent l'ensemble des conséquences de la mise en œuvre de ces projets, y compris
du point de vue des possibles interférences avec les systèmes radioélectriques, soit de communication, soit de surveillance. On peut parler des communications entre les navires, on peut parler de la surveillance radar terrestre ou maritime. Voilà. Et donc, en fait, on fait c'est de la modélisation. Donc, je ne dis pas qu'il y a absolument zéro impact. Enfin, ce qu'on essaie de faire, c'est de ramener ces impacts à des valeurs qui soient tout à fait gérables. Et là, il y a tout un tas de dispositifs qui permettent de contourner les effets de ces machines. Et c'est aussi anticiper en amont dans la planification du choix des zones, quoi, notamment vis-à-vis des radars de surveillance terrestre maritime. Alors, sincèrement, je ne suis pas sûr de me rappeler les valeurs exactes, mais ce que je peux vous dire, c'est que, en tout cas, les études là, c'est des études de sécurité, en fait, hein, donc on fait référence à ça. On prend en compte les tempêtes cinquantennales. Voilà. Donc, on se cale sur les valeurs historiques, voilà, qui ont été observées dans les zones concernées. Et le référentiel qui est pris, c'est des valeurs cinquantennales. On est sur l'ordre de grandeur, c'est peut-être quelque chose qui dépasse 150 km/h. Hein, donc, pour vous donner un ordre de grandeur, et évidemment, ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, lorsqu'on atteint, je crois, plus de 25 mètres par seconde de vitesse de vent donc constatée sur le rotor de l'éolienne, en fait, les machines sont asservies. Donc, en fait, on oriente les pales dans la direction du flux, en quelque sorte. Donc, ce qu'on appelle, on met les pales en drapeau, et donc on fait en sorte que la machine oppose une résistance minimale à la force du vent. Voilà. Mais voilà, on est relativement confiant sur le fait que ça puisse résister même à des tempêtes exceptionnelles. Bon, je pense qu'on fera une réponse en deux parties. Ça dépend de quel point de vue vous placez. Mais par exemple, en tant que, si on peut dire ça, constructeur, hein, donc, ou en tout cas donneur d'ordre pour des gens qui construisent, on a déjà des retours d'expérience extraordinaires sur la capacité. Comment on construit dans un port des flotteurs d'éoliennes. Vous avez vu les photos. Il est évident que, alors que les machines ne sont pas encore à l'eau, on imagine que derrière les méthodes de conception, de modélisation et ensuite de production de ces machines, on a acquis aujourd'hui une expérience qui est sans commune mesure avec celle qu'elle était quand nous étions, encore une fois, ce petit groupe là de pionniers à initier ce développement il y a 10 ans. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça, et je pense qu'il faut vraiment considérer le retour d'expérience comme un processus aussi un peu continu, c'est-à-dire on apprend aussi à regarder au fur et à mesure qu'on fait, et ces fermes pilotes, elles ont déjà apporté beaucoup de retours d'expérience, c'est quand même pas si mal, 3 ou 4 ans encore, on apprend beaucoup parce qu'on n'a jamais autant regardé et jamais autant monitoré, jamais autant surveillé que ce qu'on fait aujourd'hui. Et en fait, ce sera aussi pareil pour les premières fermes commerciales. Il faudra, en fait, le mot d'ordre, je pense, c'est de surtout jamais arrêter de suivre et de le considérer comme un processus où on va continuer à acquérir de la connaissance, et on va déployer très progressivement en continuant à surveiller et apprendre, quoi. Alors ça, c'est un sujet qui est très sensible, et je pense qu'il faut, quand vous dites vous, l'État affiche des zones et il y a le projet Migralion. Je crois que tout le monde regrette que le projet Migralion n'ait pas pu être lancé avant. Ça aurait été mieux en fait de le lancer avant. Maintenant,
il y a je crois qu'il faut aussi rester dans cet état d'esprit de processus. On acquiert globalement de la connaissance. On voit bien qu'il y a aussi une urgence à agir. Je ne sais pas si vous avez en tête les courbes de réduction des émissions du début, mais il faut agir très vite, très fort. Donc, on n'a pas beaucoup le temps pour agir et je dirais l'État devra prendre des décisions avec le niveau de connaissance qu'il a. Ce qui est très important, c'est que ces programmes soient lancés et soient aussi poursuivis sur le long terme pour qu'il n'y ait plus de trous dans l'acquisition de connaissances et qu'on les lance sur toutes les façades, massivement et sur la durée. Je vais être obligé de freiner les questions, sinon on est là jusqu'à minuit. Donc, ouais, vas-y, l'avant-dernière question. Pour rejoindre la question précédente, il s'agit d'un projet. À partir de quand est-ce que vous pensez pouvoir généraliser le concept? Est-ce que vous pouvez lancer des constructions d'éoliennes? Et quel pourrait être votre objectif en termes de nombre si j'ose dire, on est déjà dans cette étape-là. C'est-à-dire, personnellement, j'ai vécu la phase vraiment d'émergence où on réalisait au départ les premiers prototypes. Quand je dis on, c'est l'industrie en général, le secteur, les États qui s'intéressaient à ça. Et on a passé une étape qui a été assez longue, d'ailleurs, d'à peu près une dizaine d'années, où en fait il s'agissait, on a par exemple cité le cas de Floatgen, qui a été une première éolienne flottante qui a permis de démontrer un certain nombre de choses à l'échelle de prototypes. Maintenant, la phase des prototypes, elle est d'une certaine manière derrière nous. Il y a eu, au niveau mondial, peut-être une vingtaine ou une trentaine de prototypes qui ont, dans l'ensemble, d'ailleurs, donné d'excellents résultats. On est rentré dans la phase de projet pilote. On n'est pas le premier projet pilote au monde. On sera, si tout va bien, le 4e ou le 5e. Et puis, il y en a tout de suite derrière encore autant. Et donc, d'ici quelques années, on aura comme ça, autour dans différentes mers du globe, principalement en Europe, mais pas que, tout un tas de projets qui vont. Et donc, vu, j'allais dire, l'inertie que prennent les choses, je vous dis, l'idée est née il y a 10 ans, et puis on est en train d'anticiper tout juste les phases de réalisation. Finalement, il y a tout un tas d'États qui, en France, mais aussi en Europe, on pourrait parler de la situation en Asie. Nous-mêmes, nous intéressons, par exemple, à un projet en ce moment à Hawaï, à Taïwan. On a donc l'éolien flottant, c'est quelque chose qui est en train de se développer à un niveau quasiment mondial. Et donc, j'allais dire, nul doute que ce que vous appelez la généralisation, c'est-à-dire le développement à l'échelle commerciale ou industrielle, il a commencé. Il ne va pas se traduire dans les faits tout de suite. C'est-à-dire, ce n'est pas en 2023 qu'une partie significative de l'approvisionnement de la France ou de l'Europe ou du monde sera réalisée à part de l'électricité venant. Mais, en tout cas, dans la démarche de lancement des projets, cette démarche-là, elle a déjà été actée. Je crois d'ailleurs c'était un peu relié à la question qui était posée tout à l'heure. Voilà. Donc, preuve est faite que la technologie aujourd'hui, elle donne de bons résultats. Donc on n'est plus dans cette phase de est-ce que ça peut ou pas être une technologie viable pour l'avenir. Ça, cette réponse, elle est positive. Maintenant, c'est comment on organise le déploiement à grande échelle. Et ça pose tout un tas de questions. Je vous l'ai dit, donc les enjeux, on en a parlé pendant l'introduction. On pourra aussi en reparler sur le reste des plans qui sont concernés. Alors, question courte, réponse synthétique. Il y a des réflexions sur la vulnérabilité du système. Oui, évidemment. Ça c'est une réponse. Patrick. Du littoral méditerranéen. Il n'y a rien à l'est de Marseille. Ah oui, c'est la ressource. Il n'y a pas de vent, enfin, il n'y a pas assez de vent. Quoi. Ah non, les questions vont être contingentées. C'est comme le carburant, c'est 30 000 au maxi. Les éoliennes flottantes sont déplaçables, oui, mais enfin, en théorie, oui, mais c'est pas l'idée. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait toutes les études pour un parc avec des positions données pour les éoliennes, pour tout un tas de raisons, on les change plus. Bon,
par exemple, par l'angle des études d'impact paysagère, où on a donné des points de vue depuis la côte pour une configuration donnée, mais aussi pour des raisons techniques, parce que c'est quand même très coûteux de déplacer ces éoliennes. Ouais, c'est des opérations qui sont faisables, hein, mais puisque ce sera fait pour le démantèlement, mais qui ne sont quand même pas recommandées à faire régulièrement. Question courte, réponse courte. Je crois que vous avez dit tout à l'heure, je ne me suis pas trompé, que ce projet, ce pilote, va produire sur un an à peu près 100 gigawattheures. C'est ça. Ça représente à peu près 0,2 pour lui de la consommation française. Dans cet ordre-là, je vous fais confiance. Ouais. Donc, je reviens à la question de tout à l'heure, le développement de cet éolien flottant, qu'est-ce que vous disiez en termes de pourcentage de la consommation française auquel il pourra se donner? Quelques pourcents? C'est sans doute significatif. Il faut le relier aux 40 gigawatts d'objectifs. Donc 40 gigawatts, on a dit un facteur de charge de 40 à 50%. Et vous avez votre... donc multiplié par 8760 heures par an, et vous avez l'air d'être bon en calcul mental, peut-être. Mais donc ça sera de toute façon, l'objectif c'est que ce soit significatif. Quand on regarde les différents scénarios, tout à l'heure tu en as parlé, Florence, on peut revenir peut-être au diagramme. Mais, ce diagramme-là, c'est peut-être... en fait, cette part... alors, je ne sais pas si on doit l'avoir en la répartition. Après, dans un contexte où, pendant qu'on cherche la carte, où en fait, on va vers un avenir énergétique qui sera beaucoup plus diversifié qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que l'idée n'est pas forcément de dire on a la solution avec l'éolien flottant et on va faire la majorité. C'est pas ça. On a une solution. On estime qu'aujourd'hui, il y a un gisement d'énergie renouvelable qui est sans doute sous-exploité au large des côtes françaises et même mondiales. Il se trouve que quand on regarde la façon dont se répartit la consommation d'énergie, en particulier d'électricité dans le monde, c'est quand même en bonne partie sur le littoral. Quand on regarde d'ailleurs la configuration de la région, c'est quand même pas un hasard si la principale métropole est sur le littoral, elle n'est pas ailleurs, elle n'est pas au pied des Alpes. Et donc il y a une corrélation assez forte entre la consommation d'électricité et la proximité avec ce gisement d'énergie dans un contexte où il y a quand même du vent sur pratiquement toutes les côtes du monde, quoi. Et la réponse plus chiffrée à votre question, c'est ça, c'est 6 scénarios qu'a pris le gestionnaire de réseau qui vont quand même du 100% énergie renouvelable au fortement nucléaire, même si on ne dépasse pas une part de 50% de nucléaire dans ces scénarios pour différentes raisons. Et là, vous voyez, non pas en puissance, mais en part de la production, dans chacun de ces scénarios, ce qu'occupe l'éolien en mer. Et c'est cette partie bleue, là, donc sur le cercle, ça vous donne, je sais que les chiffres n'apparaissent pas très clairement, mais l'éolien au total, c'est le bleu et le vert, et l'éolien en mer, c'est celui-là. Donc ça donne pour chacun de ces scénarios, ça vous montre que ce ne sera pas du tout l'épaisseur du trait, quelle que soit la configuration considérée. La dernière, petite. Mathieu a faim, je vois. Merci. Merci grand. Nous sommes dans une conférence organisée par la Marine nationale. La Marine nationale joue-t-elle ou a-t-elle joué un rôle dans votre projet? La marine, elle fait partie d'une certaine manière des services de l'État. La marine, elle s'exprime dans un contexte extrêmement réglementé où quand vous avez un projet comme celui-ci, il est soumis à l'appréciation d'un certain nombre d'acteurs, dont l'État lui-même et au sein de l'État, la défense. Alors la marine s'est exprimée sur des questions de compatibilité, notamment avec ses opérations, donc, notamment quand on parle par exemple de zonage. Je pense que c'est l'un des premiers, une des premières contraintes qui arrivent, c'est est-ce que ça peut ou pas déranger les opérations de la marine, quelles qu'elles soient, de la même manière qu'on s'adresse à l'armée de l'air, voilà, et tout ça en fait est diligenté et coordonné au niveau du préfet maritime qui recense les exigences des militaires, bien sûr. Voilà. Et la Prémar joue aussi un rôle essentiel dans la coordination de la sécurité des installations. Bien, merci beaucoup, c'était très complet, il y a eu beaucoup de questions. Je sais qu'il reste encore des questions, mais on ne va quand même pas trop exploser les buts de temps.
Bon, sujet en plein dans l'actualité, politique, économique, technique. À partir du mois prochain, nous revenons à des sujets plus militaires et moins environnementaux. Donc le 8 novembre et non plus 15, l'amiral Bordarier, commandant la force de l'aéronautique navale, viendra nous en parler. Et puis le commandant du porte-hélicoptère, du Dixmude, sera avec nous le 13 décembre. Je vous remercie tous pour votre fidélité et au mois prochain. Merci. Merci beaucoup.